il est 11h06, on va parler politique, c'est la dernière ligne droite de la campagne des législatives. Est-ce que déjà les choses sont jouées? On se pose la question. Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Martin Garagnon est donc porte-parole de la campagne législative de Renaissance. Merci d'être avec nous quand on dit est-ce que le scrutin est joué. C'est vrai qu'on n'imagine pas la majorité présidentielle sortir avec une majorité absolue ou même une majorité relative à l'issue de ce scrutin législatif. Je ne sais pas si vous avez encore cet espoir, Monsieur Garagnon. Si je ne l'avais pas, je ne serais pas avec vous ce matin. Nous, quand on est en campagne, et c'est, je pense, le principe pour tous les candidats, vous êtes sur le terrain du matin au soir, vous n'êtes pas dans le temps du commentaire ou de l'analyse. On aura peut-être l'occasion de se revoir pour analyser les résultats de ce scrutin. Mais ce matin, j'étais à 7h du matin en tractage devant les écoles de ma ville de Vanves. Et ce soir, on va être en collage jusqu'au dernier moment, puisque la campagne électorale s'achève officiellement à minuit. Voilà, on est tous très combatifs, on connaît les enjeux. La majorité présidentielle sera à 20%, le Front populaire à 28% et le Rassemblement national à 36%. Donc ce serait un tremblement de terre, au moins sondagier, si Renaissance dépassait ces deux formations. Renaissance est aujourd'hui 3e. Notre principal enjeu pour cette élection du premier tour, c'est de rappeler aux Français que le match ne se joue pas entre deux propositions, entre une tenaille qui serait constituée par cette alliance baroque de la gauche tenue par LFI Mélenchon et le bloc nationaliste de Jordan Bardella. Il y a une troisième voie qui est la voie de la responsabilité, la voie du sérieux, la voie de la transparence. On n'est pas, nous, dans la dissimulation, et sur notre programme et sur l'incarnation du programme. Les choses sont très claires de notre côté. On entend aussi, évidemment, la colère des Français qui s'est exprimée depuis le résultat des européennes, qui a suscité, motivé le président à dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui est l'acte, une fois de plus, on le rappelle, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le sujet de la dissolution, mais qui est quand même l'acte le plus démocratique et fondateur dans une démocratie, de redonner la parole aux Français. Et d'ailleurs, on peut voir avec l'extrême mobilisation, on le voit au niveau des procurations, on est à plus de 2 200 000 procurations et à un taux de participation qu'on attend très très élevé ce dimanche. Ça montre aussi que les Français sont heureux de pouvoir à nouveau s'exprimer sur des enjeux fondamentaux et sur la prochaine majorité qui sera dessinée. J'entendais à l'instant dans le journal qui était présenté à votre antenne les risques, évidemment, que font courir ces élections de la part de certains extrêmes, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Une fois de plus, il faut le rappeler, quelle que soit l'issue du scrutin, ce sera la volonté et la responsabilité des Français. Ce mot extrême droite, d'ailleurs, dont Nicolas Sarkozy disait que personne ne sait vraiment trop le définir, et parmi les 35 ou 36% des gens qui votent pour le Rassemblement national, peu sans doute pensent qu'ils sont d'extrême droite. Je ne sais pas si vous avez une définition précise de l'extrême droite. En tout cas, c'est pas celle qu'on nous apprenait dans nos cours de consti ou à Sciences Po, puisque, que je sache, le Rassemblement national n'est pas un parti anti-républicain et accepte le verdict des urnes. Donc, cette définition de l'extrême droite est assez floue à définir. En revanche, on peut écouter Emmanuel Macron qui parlait du Rassemblement national et qui regrettait une forme d'arrogance dans leur prise de parole, comme s'ils étaient déjà à Matignon. Tout le débat aujourd'hui fait comme s'ils étaient déjà dans la place. Au fond, il ne faudrait pas aller voter. Après m'avoir reproché pendant 15 jours d'avoir demandé souverainement aux Français d'aller voter, maintenant il ne faudrait plus aller voter. Tous les postes sont déjà répartis. Ils sont déjà là dans la place. La question maintenant est celle des modalités. Mais les Français n'ont pas choisi. Qui sont-ils pour expliquer ce que devrait être la Constitution? Qui sont-ils? De quelle culture politique parle-t-on? Enfin. Donc je pense qu'il faut respecter les Français qui auront à s'exprimer, c'est ce que j'ai souhaité. Mais respecter les Français, c'est pas de faire de politique fiction sur leur dos. Bon, on sent un certain agacement et même un certain ton du président de la République auquel les uns et les autres n'étaient pas forcément habitués. Marine Le Pen lui a répondu, c'était ce matin sur CNews et Europe 1. Nous sommes toujours extrêmement modestes à l'égard du vote des Français. Nous savons pertinemment que c'est eux qui doivent décider. Et je leur dis justement, vous avez la possibilité de rompre avec cette politique d'Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, vous fait tant souffrir, qui va dans un sens inverse de ce que vous souhaitez. Marine Le Pen au micro de Laurence Ferrari sur Europe 1, sur CNews. Elle est également intervenue sur l'extrême gauche. Je m'aperçois que, en réalité, l'extrême gauche qui se drape de lin blanc est le courant politique qui refuse de se soumettre à la démocratie.
Ce sont des gens qui, en permanence, viennent attaquer des meetings, viennent attaquer des conférences de presse de leurs adversaires et semblent vouloir contester par la violence les résultats d'une élection démocratique. Martin Garagnon est avec nous, il est porte-parole de la campagne législative de Renaissance. Nous allons pouvoir l'interroger avec les auditeurs parce que c'est bien que les auditeurs entrent dans le débat. Il est 11h11, à tout de suite. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Pascal Prévost, c'est de 11h à 13h. Belle matinée sur Europe 1. Exactement, et Martin Garagnon, porte-parole de la campagne législative de Renaissance, va pouvoir peut-être répondre à José. Bonjour José. Bonjour Monsieur Pro, ça va? José que nous connaissons, qui est membre de la communauté gitane. Ouais. Bon, bonjour José, il y a un match important d'ailleurs de rugby ce soir chez vous, je ne sais pas si vous aimez le rugby. Non, j'aime pas trop, mais c'est un sport noble, je respecte, voilà, mais Bon. j'aime pas trop, Je respecte, oui. C'est la finale du top 14. Alors, voilà. Vous avez un monsieur de Renaissance. D'abord, est-ce que vous votez, vous, pour Renaissance? Est-ce que vous avez voté pour Emmanuel Macron en 2017 ou en 2022? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, donc Moi, c'est normal que vous soyez en colère. Si vous ne l'aimiez pas il y a 7 ans, il n'y a pas de raison que vous l'aimiez bien aujourd'hui. Hein? Moi, je vais vous dire un truc, Monsieur Pro. Moi, je peux accepter des gens qui sont peureux, soumis, lâches et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou duplices, hypocrites, cyniques. Mais il ne faut pas qu'ils fassent les ronflants, les prétentieux, les arrogants, les suffisants, qui se prennent pour Dieu le Père, qui une telle représentation d'eux-mêmes, que bientôt on ne va pas pouvoir les nommer. Moi, j'aime les gens qui ont de l'autorité. Voilà. Comprenez ce que je veux dire? Qui sont authentiques. Voilà. Moi, j'aime les gens que par exemple, quand ils disent quelque chose sur l'insécurité et qu'ils attaquent CNews, bientôt CNews, c'est la CPD d'Égypte, et le lendemain, ils disent tout le contraire sur l'insécurité. Qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron? On va rester sur Emmanuel Macron et à sa politique. Même monsieur Macron, il a vu le danger. Il a tourné la tête. Par idéologisme, par multiculturalisme. Vous comprenez, monsieur Pro? Quel danger, selon vous? Le danger, quel danger? Le danger, tout simplement, monsieur Pro, c'est que quand on fait rentrer 500 000 personnes par an, hein, et la moitié, par exemple, qui ne supportent pas nos coutumes, notre civilisation, nos rites, nos mœurs, qui ne supportent pas de voir une femme qui est habillée en mini-jupe, ou un décolleté. Mais ça, vous le constatez par exemple à Marseille, vous trouvez que une jeune femme, par exemple, qui marcherait dans la ville de Marseille en mini-jupe, elle peut être, selon vous, ennuyée aujourd'hui? Monsieur Paul, je vous l'ai dit, mon cousin a 35 ans, il a pris 18 mois de prison parce qu'il y avait sa fille de 15 ans qui a été insultée de mécréante, on va te couper la tête parce que tu mets pas une jupe. Je vous l'ai dit il y a 2 mois en arrière. Bon, José, Martin Garagnon va pouvoir vous répondre et puis on va sécuriser la ligne pendant ce temps-là. Ce que nous dit José et qu'on entend, alors c'est vrai que Marseille, de ce point de vue-là, est une ville particulière, sans doute. Ce que nous dit José, c'est que le président de la République n'a pas pris en compte suffisamment une immigration massive avec des mœurs et des coutumes qui ont du mal à vivre avec notre tradition culturelle, j'allais dire française, c'est tant est que ce mot ait une signification. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est un constat qui est déjà partagé par beaucoup de Français, qui, à mon sens, motive très largement aussi une partie du vote en faveur du Rassemblement national, sur lequel on n'a très certainement pas été suffisamment loin et suffisamment bon. C'est aussi un constat que l'on peut faire. Je rappelle simplement à José que c'est Emmanuel Macron qui a fait voter une loi contre les séparatismes, qui a quand même une importance extrêmement forte, qui nous permet de fermer un certain nombre d'établissements, de mosquées radicalisées, d'écoles non officielles ou qui enseignent des lois contraires à la République, d'expulser des imams qui prêchent contre la République, contre ses valeurs, contre des communautés françaises très largement stigmatisées. Ça, on l'a vu encore ces derniers temps. Quand on disait c'est impossible, eh bien le ministre de l'Intérieur l'a fait. En 24 heures, vous avez un imam qui s'est retrouvé dans un avion direction son pays d'origine parce qu'il tenait des propos qui étaient absolument incompatibles avec les valeurs de la République. Donc ça, c'est aussi du factuel. Maintenant,
que le constat soit ça n'a pas été suffisant, ça n'a pas été assez loin. Oui, c'est un constat qui on va pas dire le contraire, c'est partagé. En revanche, on est quand même le pays en Europe qui expulsons le plus, même si on est tout à fait d'accord pour dire que le taux d'exécution des OQTF n'est pas du tout satisfaisant. Ça aussi, c'est un indicateur qui a été très largement commenté. Là-dessus, ça nécessite aussi, parce que la solution qui consiste à dire oui, nous demain arrivons au pouvoir, comme on peut l'entendre du Rassemblement national, on sera à 100% d'OQTF, c'est illusoire. Et d'ailleurs, Marine Le Pen est revenue sur cette promesse en disant on ne sera jamais à 100% d'OQTF. Maintenant, entre le taux actuel et 100%, on a effectivement de la marge. Ça implique aussi de la coopération avec les pays d'origine, donc ça implique aussi des rapports diplomatiques qui ne se font pas par la force. Demain, vous ne renvoyez pas de manière unilatérale des personnes étrangères qui n'ont pas leur place sur le territoire national. On a fait passer quand même une loi, la fameuse loi immigration, qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel, qui permet de renforcer notre capacité aussi d'expulser les personnes qui n'ont pas leur place sur le territoire national et d'expulser beaucoup plus vite et beaucoup mieux des personnes qui représentent un danger à l'ordre public et aux valeurs de la République. Vous avez par exemple, cette loi permet d'expulser maintenant par an 4000 personnes qui avant ne pouvaient pas être expulsées. Donc c'est pas rien, c'est 4000 personnes qui présentent un danger immédiat. Mais je comprends je l'entends au-delà tous les jours. D'ailleurs de l'immigration qui arrive, il y a aussi un autre souci, c'est que bien souvent vous avez des gens sur le sol de France qui sont français comme vous et moi et qui sont en rupture par rapport à des traditions françaises, une culture française et une exigence française qui est celle de la laïcité. Et ça me paraît beaucoup plus compliqué d'ailleurs à résoudre parce que ces jeunes gens sont français comme vous et moi, mais ne partagent pas toujours, alors il faut faire très attention à ne pas généraliser bien sûr, mais ne partagent pas toujours des valeurs communes, et notamment celle de la laïcité. José, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose ? Vous savez, est-ce que vous votez, vous, dimanche ? Ah oui, tout le monde, on va tous voter. D'ailleurs, j'ai donné instruction à la communauté gitane. Ah bon ? De voter ce qu'il faut. De voter pour les hommes, des gens autoritaires, oui. Ils vous écoutent dans la communauté gitane, tout le monde ? Des gens qui mettent leur couille sur la table, vous voyez ce que je veux dire ? Pardonnez-moi l'expression. Bon, pas des soumis, des peureuses et des lopettes, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. José, le dernier mot. Vous me demandez de parler, je non, vous parle. on enlève le dernier mot, le modérateur que je suis. Qu'est-ce que j'ai dit, lopette ? Mais non, mais ce mot est considéré aujourd'hui comme ayant une charge homophobe. Donc on va l'enlever. On va l'enlever. Je vais vous dire un truc, monsieur Pro. Par rapport à toutes ces familles qui sont dans le désespoir, dans la tristesse infinie, par rapport à toutes ces familles qui ont eu des victimes, par rapport aux OQTF, par rapport à ces deux filles qui ont été égorgées sur Marseille, par rapport à tous ces morts par les OQTF, les sans-papiers, etc., moi je souhaite qu'ils leur filent, que les Français ils leur donnent la pire des sanctions, la pire des humiliations, qu'ils les ridiculisent et qu'ils les sortent, qu'ils les fassent disparaître à jamais. Bon, vous êtes en colère manifestement. Oui, parce que moi je pense, monsieur Pro, je pense moi à toutes ces familles qui sont dans la tristesse infinie, dans le désespoir, et par rapport à ces 46 femmes violées par des OQTF, que Macron, il a strictement rien fait pour les OQTF. Il a baissé sa culotte devant l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Avec Darmanin et le sinistre et le ministre de la Justice, Moretti, bien entendu. Bon, j'entends bien, mais à chaque fois que je vous ai, je voudrais qu'on reste quand même sur un certain niveau d'échange. Il n'y a pas de problème, monsieur Pau. Moi, je dis simplement. J'entends votre colère, mais oui, parce que moi, j'ai des gens de ma famille qui sont allés en prison par rapport à Macron, Darmanin et Moretti, parce qu'ils ont voulu défendre leur famille. Bon. Et vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, comme on ne peut pas entrer, je ne connais pas ces dossiers. Voilà. Je ne connais pas ces dossiers, donc je ne vais pas entrer dedans. Vous voulez que je vous les envoie, monsieur Pro ? Non, je ne souhaite pas non plus. Oui. Macron, il ne faut pas défendre sa famille, tu comprends ? C'est des OQTF, je suis pro-immigrationniste. Voilà, tu comprends ? Moi, c'est mon idéal, c'est mon idéologie. Bon, José, oui, mais j'ai la haine comme tous ces gens-là. Mais j'ai bien compris qu'il ne faut jamais la haine et mauvaise conseillère. En revanche... Monsieur Pro, moi, j'ai pas la haine contre les soumis, les peureux, les lâches. Moi, j'en connais des gens comme ça, moi, je les entends pas. Par contre, quand tu es veulent, lâche, soumis, duplice,
que tu es hypocrite et cynique et menteur, parce qu'ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et en plus, tu fais le ronflant, le prétentieux, bon, oui, mais vous l'avez dit. le suffisant. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Pro? Vous l'avez dit. Bon, José, ce que je vous propose... Il faut qu'on m'entende ce que je dis, vous comprenez? Eh bien, on vous a entendu. Je ne supporte pas des gens comme ça. Bon, on vous a entendu. Je ne supporte pas les menteurs, je ne supporte les duplices, j'ai bien compris, et qui font le ronflant et le Macron, prétentieux. il a 3 visages, celui qui a, celui qui monte, celui qui croit avoir. Il est faux, Macron. Moi, je lui dis à me figure, ou à Darmanin ou à Moretti. Vous êtes faux, vous avez mis les Français en danger, vous avez vu le danger, vous avez tourné la tête. Allez. Attention, il y a les frères musulmans qui sont là. Hein. Il n'est même pas capable d'aller dans une manifestation antisémite. Et tu veux faire le mariole, toi? Attention, il y a les frères musulmans. José, convenez qu'il avait d'autres raisons que ça. Bon, allez, José, il est 11h26. Merci, de toute façon, merci d'avoir appelé, parce que c'est le principe de cette émission. Merci d'avoir appelé, que les auditeurs, mais cette colère, en tout cas, ce que dit José incarne, illustre évidemment ce qu'on entend aussi à droite ou à gauche. Bon, on va marquer une pause. Est-ce que Monsieur Garagnon reste avec nous encore quelques secondes? Monsieur Pro. Mais vous savez, moi je suis, je fais ce qu'on me dit. Si à la deuxième question, je peux éviter de me faire traiter de lopette, je suis aussi partant, mais oui, sinon, mais j'ai retiré, parce que bien vous savez, le modérateur que je suis, et c'est pas facile, bien sûr, parce que on est toujours, la liberté d'expression existe. Et c'est le cas dans cette émission. Par définition, on donne la parole aux auditeurs. On peut pas après leur reprocher. C'est très intéressant cette intervention de cet auditeur, parce que ça illustre la situation dans laquelle est notre pays en ce moment. On peut comprendre cette colère. Il faut la comprendre, il faut l'entendre, et surtout, parce que entendre c'est très bien, mais surtout il faut y apporter des solutions très concrètes. Mais en revanche, on voit bien dans quel niveau de crispation, voire de haine, puisque c'est le terme que José a utilisé. Il a dit, moi j'ai la haine contre ces gens-là, visant ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire nous. Et on a conscience aussi des limites de notre action politique, de ce qui n'a pas été fait ou pas été suffisamment bien fait. Mais on en arrive à un tel niveau de fracture dans notre société. Moi, ceux à qui j'en veux, c'est ceux qui jouent sur ces fractures-là, qui jouent sur cette haine-là. Vous avez des deux côtés de l'échiquier ceux qui vous expliquent en fait il y a plusieurs catégories de Français. Ceux qui jouent sur le communautarisme, LFI en est l'exemple incarné, qui explique à des Français qu'il y a des communautés. Il y a une seule communauté en France, c'est la communauté nationale. Et de l'autre côté, vous avez encore hier, et vous l'avez dit aussi dans le journal, ce représentant, ce député sortant du RN, qui vous explique qu'il y a aussi deux catégories de Français, les Français de première classe, les Français de seconde classe, et qu'on va faire le tri, finalement, entre ceux qui méritent de l'être, ceux qui ne méritent pas de l'être. Convenez que pour tous ces gens-là, 7 ans d'exercice avec Emmanuel Macron, qui explique que tout va changer demain, il n'est pas audible. C'est pas tout à fait le propos d'Emmanuel Macron, ni de Gabriel Attal. Il dit exactement ça, il dit, j'ai bien compris le message, il faut aller plus vite, plus fort. Pardonnez-moi de le dire comme ça, il y a un moment, tu n'es plus audible. Parce que ça fait 7 ans que Emmanuel Macron est au pouvoir. Et pourquoi ferait-il ce qu'il n'a pas fait depuis 7 ans? C'est tout le dilemme pour vous, et ça doit être difficile d'être sur le terrain pour cette raison. 11h28, à tout de suite. Nous sommes toujours avec Martin Garagnon, porte-parole de la campagne législative de Renaissance, et Christine est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour Monsieur Pro, bonjour à toute votre équipe. Vous habitez dans le Pas-de-Calais, est-ce qu'on peut savoir de quelle orientation politique vous êtes? À droite ou à gauche? Non, à droite. Plutôt à droite. Bon. Non, c'est pas plutôt, c'est droite. Droite. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter? Ah oui, tout à fait. Bon. Donc, si je comprends bien, vous allez plutôt voter pour le Rassemblement National, c'est ce que j'imagine, quand vous dites plutôt à droite. Pour la droite, pas pour l'extrême droite, parce que j'en ai assez de me faire appeler extrême droite en tant que personne votant pour le RN. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites dans la vie professionnelle? Oui, je suis artisan. Artisan dans quel domaine? Dans le transport. Dans le transport. Donc vous êtes à votre compte? Je suis à mon compte, ainsi que mon mari et un de mes fils. Donc vous êtes 3 dans une petite entreprise de transport? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que moi, j'ai le sentiment que sur le plan, par exemple, des impôts, sur le plan des charges, Emmanuel Macron, sur le plan économique, a plutôt fait ce qu'il fallait faire. Ah oui, pour nous enfoncer, pour nous diminuer notre pouvoir d'achat. Ce ne sont que des paroles et des promesses de ce qu'a fait monsieur mais les impôts, par exemple, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la vie économique de votre artisanat depuis 7 ans que vous déplorez? Des charges supplémentaires, monsieur Pro. A priori, il n'y a pas de charges supplémentaires depuis 2017, sauf erreur de ma part. C'est faux.
Il y a une augmentation de la taxe foncière des entreprises pour les artisans. Il y a, vous regardez pour les auto-entrepreneurs, il y a aussi une augmentation à partir du 1er juillet. Et oui, puis il y a elle toute n'est pas une petite passée. série. Elle n'est pas passée, ça. Mais hormis la taxe Si, c'est foncière. passé. Bah, C'est oui. annoncé au journal officiel. Oui, c'est entendu, mais là, pour le moment, il n'y a pas d'effet puisque c'est au 1er juillet, dites-vous. Oui, d'accord, mais quand on vous dit qu'il n'y a pas d'impôt, c'est la preuve qu'au 1er juillet, il y en a un supplémentaire. Bon, donc il y a taxe foncière des entreprises et Monsieur Garagnon. Alors la taxe foncière des entreprises, par exemple, c'est un budget important chaque année pour vous ? Non, c'est pas énorme, mais c'est plus ça. Moi, je suis dans le transport, le gazole, il a flambé. Alors ça, Je c'est n'ai pas pas forcément d'aide. la responsabilité du président Macron. Bah si, parce qu'il aurait pu faire une taxe flottante pour notre pouvoir d'achat. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Monsieur Sarkozy, me semble-t-il. Non, mais c'est intéressant parce que ça, moi j'aime bien ces échanges-là parce que ça, c'est concret. Donc vous dites, Oui. alors, Moi, ça a flambé, le gouvernement aurait pu faire quelque chose. Moi, j'ai un budget d'essence qui a flambé. Avant, on payait l'essence à 1,38, 1,40. Maintenant, je le paye. Là, en ce moment, ce sont les vacances. Là, on le paye au meilleur des coûts, à 70 le litre, le gazole. Vous voulez acheter une nouvelle voiture, parce qu'on nous oblige à avoir des voitures, c'est pas une obligation, j'exagère, mais il faut avoir une voiture correcte pour notre clientèle. C'est plus 30%. Nos marges fondent comme neige au soleil, monsieur Pro. Qu'est-ce qui est plus 30% de plus en plus. Qu'est-ce qui est le plus 30% Les voitures ont augmenté de L'achat d'un véhicule. C'est plus 30%. Pourquoi? Bien sûr. Mais par rapport à vous quand? avez des taxes, parce que vous avez des taxes supplémentaires du gouvernement. Il y avait la taxe sur la pollution, maintenant vous avez la taxe sur le poids. Vous avez la taxe ceci, la taxe cela, ce qui fait que vous payez des TVA, des taxes de plus en plus chères pour un véhicule. Parce que vous louez des voitures, si je comprends bien? Alors louer, c'est impossible maintenant. Les loueurs ne veulent plus nous louer de voitures parce qu'on fait trop de kilomètres. Bon, alors qu'est-ce que vous faites exactement dans le transport? Eh ben, je suis taxi. Ah, vous êtes taxi, d'accord. Voilà. Et votre fils taxi, mon mari est taxi depuis 36 ans. D'accord, vous êtes 3 taxis dans la maison. 3 taxis dans la maison, oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est des choses très concrètes. Alors, je ne sais pas si... Si vous voulez, monsieur Pro, nous, on fait à peu près 70 à 80 heures par semaine. Oui, tout à fait, parce que vous bossez 7 heures. Voilà, le matin, je me lève à 5 heures du matin et moi, je finis, parce que je suis une dame, je finis à 20 heures. Mais les autres, les hommes font beaucoup plus. Quand on a fini tout ça, il faut rentrer faire les factures. Parce qu'on travaille énormément avec des sociétés qu'on facture. Donc, on ne rechigne pas sur le travail. Mais ce que je m'aperçois, c'est que depuis 5 ans, à peu près, on en a de moins en moins. Je fais de plus en plus d'heures, j'ai un chiffre d'affaires qui augmente, mais mon résultat, ma marge, font comme neige au soleil. C'est étrange parce qu'a priori, il doit y avoir moins d'impôts. C'est ça que je comprends mal. Alors, monsieur Garagnon écoute ça, mais je vous crois, hein, j'en suis persuadé. Mais Non, parce que quand vous arrivez à une tranche d'impôt, que vous êtes, par exemple, juste au bord du bas de cette tranche et que vous devez payer 30% d'impôts, quand vous êtes tout au bord de cette tranche, vous ramez pour les payer, je peux vous dire. Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. Quand vous êtes tout en haut de la tranche, bien ça sûr. va. Mais quand vous êtes tout en bas, vous ramez, vous travaillez pour payer d'abord vos charges et vos impôts. Alors concrètement, qu'est-ce que, idéalement, vous demanderiez à Renaissance ou à Emmanuel Macron pour que les choses aillent mieux sur ce plan du pouvoir d'achat? Je ne demande plus rien à Monsieur Macron et plus rien à Renaissance. J'ai vivement hâte qu'ils partent tous autant qu'ils sont. Bon, mais vous connaissez le programme du Rassemblement National? Il correspond, il entre précisément dans vos demandes? Oui, regardez, pour les essences, notamment. Pourquoi? Marine Le Pen ou Monsieur Bardella vont diminuer la TVA de 20 à 5%, TVA, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça va changer quelque chose? Ah écoutez, oui, quand même. Et vous la paierez derrière, madame. Plus ça, pardon? Vous la paierez Monsieur derrière, Garagnon madame. vous répond. Je rappelle qu'il est porte-parole de Renaissance.
Non, mais je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de sujets dans votre propos, donc je ne vais pas revenir sur tous les points, mais je vais en prendre juste quelques-uns si vous me permettez. Vous parlez de l'augmentation des impôts. Vous parliez de l'exemple de la taxe foncière, par exemple. Il y a des impôts qui sont définis au niveau national et des impôts qui sont définis au niveau local. Sur la taxe foncière, je vous rappelle que c'est Emmanuel Macron qui a supprimé la taxe d'habitation, qui était la taxe qui était la plus inégalitaire parce qu'elle était payée par tous les Français, quel que soit leur niveau de richesse et revenus. Cette taxe-là, elle a été intégralement compensée à l'euro près pour les collectivités locales. Or, ce qui s'est passé dans certaines communes, c'est que les maires en place ont augmenté la taxe foncière, prétextant qu'ils avaient une perte de ressources, ce qui est totalement inexact. Donc, il peut y avoir ponctuellement des augmentations d'impôts, mais qui ne dépendent pas du gouvernement, qui n'ont pas été mises en place par le gouvernement. L'engagement d'Emmanuel Macron, qui a été repris par Gabriel Attal sur cette campagne, c'est la règle d'or, c'est pas d'augmentation d'impôts. Sur l'essence, vous en aviez parlé, mais mais qui a mis en place une protection du pouvoir d'achat des Français sur à la fois l'essence, sur le bouclier tarifaire pour l'énergie? C'est la France. Le constat, c'est qu'évidemment, il y a eu un surcoût dans le portefeuille des Français, mais qui a été bien moindre que nos voisins européens. Moi, je vous compare pas avec des pays exotiques. Là, je vous parle de nos voisins directs. Le pouvoir d'achat en France, je comprends que ce soit un peu dur à entendre, mais en France, c'est le pays qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat de ses concitoyens. On nous a reproché l'endettement, mais l'endettement, il a été d'une part maîtrisé et d'autre part, il a été fait uniquement, non pas pour financer des besoins de fonctionnement, mais pour éviter que des millions de Français soit se retrouvent à mettre la clé sous la porte de leur entreprise, soit en perte de salaire. Ça a été le cas lors de la Covid, ça a été le cas lors de la crise énergétique. Ça, c'est concrètement une façon de protéger le pouvoir d'achat. Enfin, un dernier point sur l'inflation. Moi, je vous parle, je viens ici, j'ai pas de notes, mais parce que je suis un militant. Quand je suis sur le marché et qu'on m'interroge, je sais pas les questions qu'on va me poser, donc on prépare pas. On se parle directement. Mais l'inflation, on est le pays qui a le mieux lutté contre l'inflation partout en Europe. Il y a eu un coût pour l'État, mais ça permet aussi de protéger le pouvoir d'achat. Et enfin, puisque c'est votre activité sur le transport, Gabriel Attal a annoncé ce qu'on appelle le leasing social, c'est-à-dire la possibilité de d'avoir des véhicules, puisque là vous parlez d'obligations, en fait c'est pas des obligations, c'est des incitations effectivement à évoluer sur le type de véhicule à acheter. On double le niveau du leasing social et avec un public prioritaire qui sont par exemple les infirmières libérales qui se déplacent beaucoup dans les zones rurales, qui ont besoin de leur véhicule parce que c'est un outil de travail et de cohésion sociale sur un territoire. Et bien là, on double le niveau du leasing social. Ça, c'est des choses qui sont très concrètes et sur lesquelles on est crédible parce qu'on a un bilan là-dessus. Je vous entends sur le projet du RN qui semble vous convaincre, mais quand vous parliez de la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, etc., qui serait passé de 20 à 5,5, mais ce manque à gagner, ce manque de ressources pour l'État, vous allez le payer, madame. Vous allez le payer, c'est de l'impôt décalé, mais vous allez le payer. Bon. Je peux répondre à ce monsieur ? Oui, bien sûr, très rapidement. Alors, oui, alors si c'est très rapidement, on va prendre rien que la dernière de ces propositions. En disant que je puisse acheter un véhicule électrique. Monsieur, un taxi avec un véhicule électrique, c'est pas viable. On fait entre 1000 km et 1100 km par jour. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre voiture électrique ? Oui. Ça, si vous me permettez, comme je suis plutôt client de taxi, il y a beaucoup de taxis à Paris qui sont en voiture électrique. Et à chaque fois, ça m'intéresse parce que je pose plein de questions, parce que moi, je suis pas un fan de la voiture électrique. Mais Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Mais alors, c'est souvent d'ailleurs. En fait, à Paris. Je vous en prie. Allez-y. En fait, à Paris, vous avez des bornes de recharge qui sont pratiquement dans toutes les stations de taxi. D'accord. Oui, c'est sûr que si vous êtes en zone rurale, ça c'est sûr. Non, mais vous avez raison, madame. C'est pour ça que c'est intéressant de parler avec vous. C'est vous qui avez raison. Mais il n'y a pas que ça. C'est que le taxi parisien fait de l'intramuros. Nous, quand on part, on peut partir pour 300-400 km. Mais vous faites 1000 km par jour ? Ah ben oui, monsieur Pro. Non. Les bonnes journées, on fait 1000 km par jour. Là, je pense que, pardonnez-moi, Christine, je pense que vous ne faites pas 1000 km en moyenne par jour. Ça, en moyenne, c'est 700 km. Si on n'a pas fait 700 km, on a loupé notre journée. 700 km, vous faites par jour ? Mon mari, hier, est parti à Metz. Lens-Metz, aller-retour. Et après, il y a toutes les autres courses. Non, mais j'entends bien, mais je suis surpris. Mais écoutez, c'est pour ça que cette émission existe. C'est parce qu'elle permet d'avoir des... Parce qu'effectivement, nous, on est...
À Paris, c'est un peu différent. Voilà. Je pense qu'ils font pas Ne autant. comparez pas Paris à la province, Monsieur Pro. Alors, c'est pas du tout la même chose. Restez avec nous parce qu'on vous dira au revoir après la pause et on va dire au revoir à Monsieur Garagnon avant la pause. Le remercier, les porte-parole de Merci la campagne législative de Renaissance. Ça doit pas être facile pour vous parce que forcément, même si les arguments que vous donnez sont libres, manifestement les Français les entendent pas puisqu'ils ont sanctionné Emmanuel Macron le 9 juin dernier à travers l'élection européenne. Merci, bon courage à vous. Merci, monsieur Bon Pro. courage à vous. Il est 11h46, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, Christine, c'est formidable d'entrer dans la vie professionnelle de n'importe quel métier d'ailleurs et de savoir comment ça se passe. Vous vous rendez compte que Christine nous dit qu'elle bosse entre 70 et 80 heures par semaine, qu'elle a commencé, qu'elle s'est levée à 5 heures jusqu'à 20 heures. Alors si elle s'est levée à 5 heures, elle doit être dans sa voiture, j'imagine, à 6. Mais quand même, c'est des heures. Alors qu'ici, il y a des gens qui travaillent un petit peu moins. Hein, ils ne travaillent pas 12 heures par jour. Vous regardez qui? Vous visez qui, là? Je ne regarde personne puisqu'il y a une vitre en teint blanc. Mais il y en a même pas qui sont même pas capables de garder des oreillettes, c'est vous dire. Ah oui, mais alors là, pour le coup, pour une fois, c'est pas moi. Ah non, mais je blague. Heureusement que je suis là. Pas de qui vous parlez. Heureusement que Géraldine est là. Bon. La nouvelle paire arrive. Moi, pardon ? La nouvelle paire d'oreillettes arrive, là. Ah bon. Elle est en chemin. Je vous en prie. J'ai été surpris. Il fait des bonnes interventions. De cette interruption. Il est pertinent. De notre ami, effectivement, Fabrice Lafitte. Mais c'est vrai que par exemple, chauffeur de taxi, c'est quelque chose que j'aurais pu faire parce qu'il y a quelque chose que je trouve séduisant dans ce métier, c'est que tu es libre. Tu es libre. Vous auriez pu être chauffeur de taxi, vous? Pas très sympathique. Vous auriez pas parlé sur la route, etc. Tu es libre. Donc, c'est toi qui... c'est important. Oui, non, mais d'accord. Il n'y a pas que ça. Tu organises ton agenda, voilà. Voilà, écoutez la parole. Oui, la bonne parole. Vous savez qu'il faut respecter le code de la route pour faire chauffeur de taxi, Monsieur Pro. Et vous trouvez que je ne le respecte pas suffisamment? Je me permets de vous dire que j'ai mes 12 points. Oui, mais j'ai eu des informations complémentaires de certaines personnes que je peux pas livrer à l'antenne. Mais j'ai eu des témoignages pertinents, vous inquiétez pas. Mais j'ai mes 12 points. D'accord, oui, mais je sais pourquoi vous avez vos 12 points. Pourquoi j'ai mes 12 points? Non, vraiment, je peux pas le dire. Mais dites à l'antenne, mais vous pouvez tout dire à l'antenne. Non, attendez, vous êtes quelqu'un d'important, je veux que vous gardiez votre poste, etc. Je suis pas important du tout, d'abord. J'ai mes 12 points parce que je respecte la loi. Et moi, je veux conserver mon emploi. J'ai pas l'info. Non, on va en rester là. Il est 11h48. Escroc. Je vous en prie. Mais il peut exister parfois une certaine indulgence, c'est ce que vous voulez dire lorsqu'on est arrêté. Je n'irai pas plus loin. Pour tout Français. Oui. C'est vrai pour tout Français. Vous êtes rusé, c'est tout ce que je peux dire. Quand on est aimable avec la marée chaussée, ça peut être... Il est rusé, le monsieur. Il est 11h49. À tout de suite.